plus de 273 000 francs. Le 2 sur 4, 204 francs. Bonsoir à tous. Washington sur le chemin de la guerre. Depuis Camp David, où il a réuni ce week-end son conseil de sécurité, le président Bush a notamment confirmé qu'Oussama Ben Laden était bien le suspect numéro 1 après les attentats de mardi. Et le chef de la Maison-Blanche a ouvert la voie à une intervention militaire. On l'écoute. Mon message à toute personne portant l'uniforme américain est le suivant: tenez-vous prêts. Les États-Unis sont prêts à tout pour gagner cette guerre. Au-delà des larmes, au-delà de la fatigue, il y a le désir des Américains, non pas de chercher seulement une revanche, mais de gagner la guerre contre ces actes barbares. Et on apprend à l'instant que le président Bush n'exclut pas une action terrestre dans le cadre de représailles après les attentats de mardi. Par ailleurs, le Pakistan a indiqué aujourd'hui qu'il allait apporter à la communauté internationale son soutien total dans ses efforts pour lutter contre le terrorisme. Réaction des talibans, ils menacent de représailles les pays voisins qui assisteraient les États-Unis. Les Américains, eux, sont partagés entre douleur et espoir. L'espoir de la reconstruction, l'espoir aussi de la vengeance. Notre correspondante Laurence Haïm est allée à la rencontre des New-Yorkais qui, chaque nuit, se réunissent près des lieux du drame. Reportage. À l'écart des ruines, New York ressemble toujours à New York. Il est 21h, magasins ouverts, gens qui marchent comme pour montrer que la vie continue. Union Square, lumière différente de l'ordinaire, une veillée à la manière new-yorkaise. Organisée par les étudiants, cela devient une soirée de psychanalyse collective. L'énergie ici est incroyable et en fait c'est une belle revanche. Ça ne sert à rien d'être plein de haine puisque de toute façon on ne sait pas qui a fait ça. En face, débat sur la peur et la résistance. Eh mec, laisse-moi parler. Tout ça c'est des conneries. Moi j'ai peur et on ne sait pas ce qui va arriver. Ils veulent nous voir morts. Ils veulent nier notre mode de vie. Ils veulent nous enlever nos libertés fondamentales. On peut choisir de changer le cours des choses. Mais si on n'entre pas dans ce jeu, c'est perdu. Depuis la tragédie, chaque nuit, des centaines de personnes se rassemblent pour, disent-elles, montrer la vraie vie. Et les signes de soutien, de solidarité se multiplient dans le monde entier. Un exemple, parmi d'autres, le maire de Rome a indiqué que la capitale italienne était prête à se retirer de la course à l'organisation des JO de 2012 en faveur de New York. Hollywood également n'a pas voulu ignorer le traumatisme vécu par les Américains. En urgence ont été retirées toutes les images qui pouvaient heurter un pays en état de choc. Regardez ce reportage de notre correspondant à Los Angeles, Christian Desplaces. Depuis mardi, Hollywood fait la guerre aux images sensibles, celles qui peuvent choquer une Amérique traumatisée par les attentats de New York et de Washington. La sortie de 3 films a été reportée, dont le dernier Schwarzenegger. Dans Collateral Damage, des terroristes font exploser un gratte-ciel à Los Angeles. La bande-annonce se termine par cette phrase. Par respect pour les victimes, toute campagne publicitaire a été stoppée net. Le film mis au placard, aucune date de sortie n'est prévue. Même sort pour la bande-annonce du prochain Spider-Man. L'homme araignée tissait sa toile entre les 2 tours du World Trade Center. Ces images sont désormais invisibles. Les studios ont tout passé au peigne fin. Ils se refusent à tout commentaire, mais les autres producteurs d'Hollywood réagissent. C'est évident qu'il fallait différer leur sortie. Si les films sont bons, ils sortiront sans doute dans les 6 mois à venir. Mais les producteurs vont faire très attention à ce qu'ils vont faire.
Depuis plusieurs années, les terroristes et leurs actions étaient à l'affiche de nombreux thrillers. Vont-ils être mis de côté pour ne pas déplaire à un public qui pourrait y voir une exploitation de la réalité? Pas sûr. Il y aura peut-être des sujets tabous pendant quelques temps. Mais les films racontent aussi l'histoire, l'actualité. Je ne pense pas que ce sera la fin des films qui traiteront des guérillas, des terroristes ou encore des explosions d'immeubles. Hollywood n'est pas au bout de ses peines. Dans les jours à venir, il faudra faire attention aux moindres détails. Cette affiche du prochain film avec Robert Redford va être retouchée. Le drapeau américain y est à l'envers, un symbole de défaite, alors que l'Amérique, dans les rues, déploie la bannière étoilée. Et tous les marchés financiers de la planète ont eux aussi les yeux tournés vers New York. Wall Street doit rouvrir lundi après 4 séances consécutives de fermeture. C'est un fait sans précédent depuis la Première Guerre mondiale. Anticipant une chute du Dow Jones, les bourses européennes ont lourdement chuté cette semaine. Cette question maintenant, est-ce la fin de l'opposition armée aux talibans en Afghanistan? Une chose est sûre, la mort du commandant Massoud est un coup dur pour une coalition fragile que seul le lion du Panjshir semblait véritablement à même de fédérer. Son décès a été confirmé aujourd'hui par ses partisans, 6 jours après l'attentat suicide dont il a été victime. Selon certaines sources, il serait en fait mort le jour de l'attentat. On revient tout de suite avec Elisabeth Chaffard sur le parcours du commandant Massoud, de la lutte contre les Russes à son combat contre les talibans. Ahmed Shah Massoud mort, c'est la fin d'un mythe pour tout un peuple. Celui qui avait tenu tête à tous les envahisseurs de l'Afghanistan s'est éteint à l'âge de 49 ans. Fils de colonel, entré dans la résistance très jeune, ses premiers faits d'armes remontent à 1975. Massoud a tout juste 20 ans et rêve déjà de renverser le pouvoir en place. Il lève sa propre armée composée de quelques dizaines d'hommes. L'insurrection est écrasée. C'est un échec pour Massoud qui fuit au Pakistan. En 1979, ce stratège hors pair prend la tête de la résistance afghane et devient une gloire nationale. Pendant près de 10 ans, il va combattre inlassablement les forces soviétiques et collectionner les victoires militaires. Dans cette guerre, Massoud ne disposait que de 15 à 20 000 hommes, des combattants aguerris appuyés par des soldats paysans du Panjshir. Le conflit fait plus d'1 million de morts. Lorsqu'il entre à Kaboul le 29 avril 1992, il est au sommet de sa gloire. Le 8 mai suivant, il devient ministre de la Défense, mais le brillant stratège s'avère être un piètre politique. Devant les multiples factions moudjahidine, Massoud jette l'éponge et démissionne en 1993. Septembre 1996 marque l'arrivée au pouvoir des talibans. Ces fondamentalistes contrôlent la quasi-totalité du pays et poussent Massoud une nouvelle fois dans la résistance. Il devient alors le seul opposant officiel. Replié avec ses troupes dans la vallée du Panjshir, le commandant Massoud poursuit sans relâche son combat contre les étudiants en théologie. Au printemps dernier, c'est la consécration pour le vice-président d'un gouvernement afghan en exil. Il est reçu par la présidente du Parlement européen à Strasbourg, Nicole Fontaine. C'est dans son refuge imprenable qu'Ahmed Shah Massoud est victime d'un attentat suicide le 9 septembre dernier. L'opposition afghane orpheline devra se trouver au plus vite un nouveau leader. Et cet après-midi, quelques 300 personnes se sont rassemblées à Paris, au Trocadéro, pour rendre hommage au commandant Massoud. Était notamment présente Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen, quelques hommes politiques français, dont Brice Lalonde, le président de Génération Écologie. C'est la dernière victime de la violence au Proche-Orient. Un adolescent palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens. Cela s'est passé près de Khan Younes et dans la bande de Gaza. La bande de Gaza visée par des attaques israéliennes depuis les airs, la terre et la mer ce samedi. Le président palestinien Yasser Arafat a aussitôt vu dans ces attaques la volonté d'Israël de torpiller son projet de rencontre avec Shimon Peres, le chef de la diplomatie israélienne. Une rencontre qui est considérée par l'émissaire de l'ONU dans la région comme la dernière chance pour mettre un terme à plus d'1 an de violence israélo-palestinienne. Hier déjà, le Premier ministre Ariel Sharon avait dit son opposition à ces entretiens. Malgré les attentats de mardi aux États-Unis, les dirigeants du Parti communiste français ont décidé de maintenir la fête de l'UMA qui se déroule ce week-end à la Courneuve. Une large place est toutefois accordée aux événements américains. Un débat de plusieurs heures a été organisé cet après-midi sur le thème de la sécurité dans le monde. Et Robert Rue a lancé un appel à Jacques Chirac et Lionel Jospin pour que la France demande la saisine du Conseil de sécurité afin que la politique prime sur toute démarche militaire unilatérale. Jeudi, Robert Rue avait affirmé la solidarité du PCF avec le peuple américain et ses dirigeants. Et ce dernier point avait suscité des réserves de la part des orthodoxes du parti. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, la météo, c'est avec Sophie Levers. Bonne soirée à tous.
avec Center Park. Bonsoir, rien de très réjouissant demain sur l'Est, toujours beaucoup de nuages et de fréquentes averses. Sur l'Ouest, en revanche, l'atmosphère sera quand même plus gaie. Dans le détail, le matin, sur le quart nord-est, le ciel sera très nuageux avec des averses, voire un peu de pluie sur le Jura et les Alpes. Du nord Picardie au Massif central, les nuages domineront également, mais les averses seront plus rares. Sur le reste du pays, les éclaircies seront encore belles. Peu de changements l'après-midi, toujours de l'instabilité sur un large quart nord-est, ainsi que sur la Normandie et le centre. Un vent de nord-ouest sensible accentuera l'impression de fraîcheur sur la majeure partie du pays, d'autant que les températures seront en nette baisse. Il fera au mieux 13 degrés à Nancy, 16 à Paris et encore 25 degrés à Perpignan. Bonne soirée et à demain. Center Park vous souhaite du bon temps. Monsieur chauffeur, vous préférez fenêtre ou couloir? Milieu. Milieu? C'est un petit film sur lequel je travaille. C'est ma copine et son chien. Vous aimez ce groupe? Est-ce qu'il serait possible de baisser le feu de cheminée de 2 degrés? Ce serait bien 2 degrés, c'est pas mal. On s'habitue vite au confort de la Skoda Fabia Pack. Skoda Fabia Pack, 10 449 €, soit 68 540 francs 95. Skoda, les temps changent, les références aussi. Allô papa? Ouais, ça va? Maman va bien? Ouais. Non, on la dérange pas. Ouais, ça va. Beaucoup de boulot, mais ça va. Non, je t'assure, tout va bien. Bah ouais, en fait, ça m'arrangerait pas mal, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai justement de l'électricité à payer, hein? Peut-on être jeune et indépendant à la fois? Offre 18-24 ans. Société Générale. Si on en parlait. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Cette émission sera bien sûr exclusivement consacrée à la couverture média des attentats terroristes de mardi. David Pujadas est avec nous sur ce plateau. Nous revivrons ensemble cette journée de guerre depuis la rédaction de France 2. Nous avons également suivi pour vous le soir même le bouclage du quotidien Libération. Nous verrons également comment ces événements ont été traités à New York et dans les territoires par la télévision palestinienne. Mais tout de suite, le zapping d'une semaine qui a bouleversé le monde. Dans le nord de l'Afghanistan, contrôlé par le commandant Massoud, les liaisons se font avec ces vieux hélicoptères soviétiques. Ce jour-là, à bord, Françoise Causse filme ces images. Un groupe de journalistes dans lequel se sont infiltrés les 2 kamikazes qui projettent d'assassiner le commandant Massoud. L'un des 2 soi-disant journalistes dissimule son visage. Vous pouvez voir en direct sur Euronews ces images impressionnantes. Avec cette énorme explosion qui s'est produite aujourd'hui sur la partie supérieure du World Trade Center. Et Jésus ajouta, « Un jour je vous ai dit que si vous aviez foi en moi, vous verriez la gloire. » T'as vu l'avion? T'as vu le 2e avion? C'est dingue. Le premier immeuble était déjà en flammes. Alors, nous revoyons ces images. Regardez, vous voyez, l'avion explose à la hauteur de la tour. Il ne percute pas la tour, ce 2e avion. Il explose à la hauteur de la tour. Là, on voit très bien le premier avion
Voilà. Le premier avion qui percute, c'est le deuxième celui-là, c'est plutôt le deuxième avion. Ça, ce sont des images inédites que nous venons de recevoir des États-Unis. Nous allons rediffuser une fois de plus, vont marquer à jamais nos mémoires, nos esprits, nos consciences. Voici ce qui s'est passé à 8h45, heure de New York ce matin. Au détour d'une rue, la roue d'un avion. Celui qui s'est craché, bien sûr, posé là, comme un vestige de la catastrophe. On vient d'apprendre à l'instant que le Front démocratique de libération de la Palestine revendique l'attentat de New York. Et vous savez, quand il y a un attentat, il y a toujours après une collection de revendications. À l'heure de la sieste, l'annonce des attentats commis en plein cœur des États-Unis tombe. Des scènes de joie en parfait décalage avec les propos du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien. Que les islamistes fondamentalistes, en France comme ailleurs, trouvent dans une certaine partie de la population musulmane un terreau où ils se développent. Donc il faudra mettre la communauté musulmane devant la responsabilité. Ça, c'est un problème politique qui ne nous appartient pas. Le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. Des fenêtres des bureaux, des corps tombent au pied des tours. Une des tours du World Trade Center s'est effondrée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris le scénario dans un roman de Tom Clancy, qui est sorti il y a 5 ans. Vous voulez dire que ce scénario existait dans un roman? Oui, Tom Clancy, le célèbre auteur de romans d'espionnage. Il faut dire aux Français qui nous regardent que nous ne sommes pas malheureusement ni dans un cadre d'un film ou d'une image virtuelle, c'est la vérité qui se passe sous nos yeux. Est-ce que l'on est au bord d'une 3e guerre mondiale? On a parlé d'acte de guerre. Et c'est sans doute une expression qui convient. Il est 10h15 exactement à Washington et à New York. Ça veut dire que tout à l'heure, les bureaux étaient ouverts et que déjà les gens étaient au travail. Oui, bien rapidement, hein, l'événement est sans précédent, la réaction des marchés est sans précédent aussi, alors que l'on regagnait 2% ce matin, et là, on a plongé jusqu'à moins 6%. La deuxième tour, le quartier des affaires qui est entouré de cette gigantesque fumée blanche qui est le fruit de la chute des 2 tours du World Trade Center. La fuite est devenue de plus en plus éperdue. La deuxième tour s'effondre. Il est 10h30. La deuxième et dernière tour du World Trade Center vient de s'effondrer. Il est 10h30. En France, en cas d'incendie sur un tel immeuble dit de grande hauteur, comme celui de TF1 par exemple, on isole les tâches concernées et on procède à son désenfumage avant d'attaquer le feu. Actuellement, nous sommes en direct donc, sur LCI et TF1 avec ces images du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain à Washington, qui lui-même actuellement serait en feu. Ce serait tout simplement avec des cutters, des couteaux comme celui-ci, que l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone a été détourné. Le terrorisme contre notre nation ne passera pas. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous recueillir pour une minute de silence. C'est vraiment terrible, ça. Mais les choses, c'est que nous, les Américains, nous faisons le bombardement des autres pays. Et voilà. David Pujadas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, transfuge de LCI. Vous êtes maintenant, depuis le 3 septembre, aux commandes du 20h de France 2. Mardi, bien évidemment, vous étiez en première ligne. Vous êtes resté près de 6 heures à l'antenne. Alors, face à cette déferlante d'images qui sont quasi irréelles, comment êtes-vous parvenu à ne trahir aucune émotion? Parce qu'on a bien vu dans le zapping que, par exemple, la journaliste d'Euronews est complètement submergée par l'émotion. Ah, on l'était aussi. Simplement... On n'a pas cherché tellement à le cacher d'ailleurs, hein, honnêtement, et c'est pas la peine d'essayer de le cacher quand il y a un événement extraordinaire comme celui-là, assez incroyable, et il est assez naturel que les journalistes qui sont en plateau, et on découvrait ces images en même temps que tout le monde, fassent partager aussi un peu d'émotion. Donc je dis, on n'a pas cherché complètement à le cacher, simplement, c'est peut-être un peu l'expérience, il y a des sortes de garde-fous qui sont là en permanence et qui font que... Des petits garde-fous qui font que quand vous découvrez, par exemple,
quand on a découvert qu'il y avait le deuxième avion, quand on a découvert que le Pentagone était en feu, donc on réalise l'ampleur de ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On a senti d'ailleurs un léger flottement, parce que vous avez découvert en direct ces images. Bien sûr qu'on flotte un peu, mais tout le monde flotte un peu. Quand on voit ça, on n'est pas de bois, on n'est pas de marbre, et c'est normal qu'il y ait un léger flottement. Le garde-fou, il consiste juste à ce qu'on ne dit pas, merde alors, mais t'as vu ça, c'est incroyable. Voilà, on le dit avec des mots un peu plus choisis et en essayant, disons, de rester dans notre rôle, d'encadrer un peu ces images et de donner les quelques infos qu'on a. Mais cela dit, l'émotion, je pense qu'elle plaît. Alors, on va revenir très vite sur cet événement que nous avons vécu donc à vos côtés, à France 2, mais d'abord le sujet qui fâche. Le JT de France 2 est aujourd'hui le 3e de France, après celui de TF1 et de France 3. PPDA a séduit en moyenne 8,5 millions de téléspectateurs chaque soir. En 2e position. France 2, c'est-à-dire il est plus le 3e de France, il est le 2e de France. France, depuis Depuis au moins 15 jours. Moi, je ne regardais pas les chiffres attentivement avant. Donc vous êtes passé devant on est passé devant France 3 cette semaine. Donc il est le 2e de France. France 2 en convainc moins de 5 millions. Pourtant, il y a 340 journalistes à France 2 contre 120 à TF1. Alors comment se fait-il qu'avec quasiment le triple de journalistes, le service public soit encore à la traîne? Eh bien, c'est une bonne question, mais j'aurai des réponses à vous donner. Eh bien, c'est la question que s'est posée Christelle Rebière. Tout commence en 1988. Un an à peine après la privatisation de TF1, le 20h d'Antenne 2 se fait doubler. Christine Ockrent est appelée à la rescousse, mais c'est déjà trop tard. Madame, monsieur, bonsoir. Il y a eu un espèce de choc. Et à partir de ce moment-là, la 2 a eu beaucoup de mal à se définir par rapport à la 1 et a été contrainte, en quelque sorte, d'être toujours, comment dire, en creux par rapport à la 1. Se démarquer, mais comment? La machine déraille. Sur les 12 dernières années, pas moins de 8 présentateurs se succèdent aux 20h et 7 directeurs à la tête de l'information. Sur TF1, pendant ce temps, Patrick Poivre d'Arvor et sa direction sont inamovibles. On ne change pas au gré des élections, on ne change pas de directeur de l'information au lendemain des élections municipales, on ne change pas à la veille des élections législatives de patron, de présentateur, de... Ça nous aide beaucoup, ça. Non, ça, Dieu merci, les changements politiques au sens où on les entendait en France du temps de l'ORTF, c'est fini. Depuis les années 70, en gros. Ça, c'est absolument pas ça. Non, ce sont des changements d'équipe, de règne, de réseau, de pouvoir, de clan. Et donc de style. En 95, par exemple, cap sur l'audimat. Une moto de France 2 suit Jacques Chirac quelques minutes après son élection. Une méthode qui déroute les habitudes de la rédaction. Battons-nous sur le terrain de l'information. Soyons les premiers sur l'info, et puis après, voyons ce qu'on diffuse ou ce qu'on ne diffuse pas. Et là, c'est vrai que le débat permanent sur l'intérêt supposé de telle information par rapport à telle autre crée du retard et crée des difficultés. A l'inverse, en 98, Claude Sérillon privilégie les ouvertures sur l'étranger. La rédaction grogne encore. On est parti dans des caricatures de débat. Sur je vous dis par exemple la fameuse querelle complètement idiote entre déontologues et audimatologues. Alors je sais que je vais me faire des amis en disant ça, mais je trouve que c'est une ornière intellectuelle absolue, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Au total, les 10 dernières années, le seul moment où l'écart se réduit entre TF1 et France 2, c'est lorsque PPDA s'absente durant 4 mois du 20h pour cause d'affaires Botton. Mais il y a aussi des causes externes. Si vous n'avez pas un programme fort qui précède le journal, présentateur ou pas présentateur, potiche ou pas potiche, carafe d'eau ou pas carafe d'eau, l'effet d'entraînement ne sera pas là. L'an dernier, face au Big Deal, ni Julie Snyder ni Qui est qui n'ont réussi à redresser la barre. Après tous ces tumultes, la reconquête sera longue. Les mouvements se font très rapidement quand ça baisse en télévision. En revanche, pour regagner des téléspectateurs, c'est très très long. Donc je pense que David Pujadas va ramer pendant quelques mois. Alors, 3 millions de téléspectateurs, on l'a vu, séparent le JT de TF1 et celui de France 2. Pourquoi un tel fossé? Est-ce qu'effectivement, c'est l'instabilité de France 2 qui est en cause? Pour une part, sans doute, mais je pense aussi que la TF1 a vraiment vocation, comme chaîne commerciale, à faire le maximum d'audience possible, à être leader. Vous savez, TF1, c'est particulier quand même quand ils constatent qu'il y a un tout petit décrochage d'audience sur le minute par minute, parce que l'audience... On a les courbes minute par minute, ils vont aller regarder ce sujet, ils vont regarder si l'accroche n'était pas bonne, si l'image du début était un peu faible, si les sonores étaient un peu trop longs, si l'angle choisi. Il y a tout un travail vraiment sur l'audience. Je ne dis pas que c'est un mauvais travail, l'audience c'est important, mais je veux dire sur TF1 c'est vraiment une priorité et sans doute plus une priorité que sur France 2. Alors, France 2 a tout de même l'ambition de faire un journal qui soit regardé par le plus grand nombre. Absolument. Donc finalement c'est une question de casuistique.
Non, mais ça peut paraître un peu... Vous êtes tout de même là pour doper le JT de France 2. Vous avez cette mission-là. Je suis là pour doper le JT de France 2, mais pas seulement en termes d'audience. Je pense que le JT de France 2, profondément, Olivier Mazerolle et Michel Cotta s'y reconnaissaient plus tellement. Donc quand on dit doper le JT de France 2, parce qu'ils trouvaient que c'était un journal peut-être qui était un petit peu monotone, qui était un peu académique. Le JT de Sérillon était ronronnant, académique, ennuyeux. C'est ce qui semblait penser. C'est ce qui semblait penser. C'est ce que vous pensiez également? Je ne le regardais pas d'assez près. Je trouvais que... Vous avez déclaré à un moment donné qu'on s'ennuyait beaucoup sur France 2 et que maintenant on ne s'ennuiera plus. Donc vous étiez quand même assez dur avec vos prédécesseurs. Pas moi qui dis ça, c'est Olivier Mazerolle. Bon. Moi, je regardais surtout les interviews de Claude Sérillon, que je trouvais plutôt bonnes. Le reste du JT, c'est vrai, moi, par exemple, que je ne regardais pas tellement le JT de France 2. Mais je veux dire, le but, c'est pas de dire on va faire la course à l'échalote avec TF1, c'est pas ça. David Pujadas, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons revivre avec vous les attentats de mardi tels que vous les avez vécus au sein de la rédaction de France 2. Nous irons également à la rédaction Libération, dont nous avons suivi mardi soir le bouclage. Nous verrons aussi comment cet événement a été couvert à New York et aussi dans les territoires par les Palestiniens. Et tout de suite, la pub. Suite de ce plus clair, avec nous sur ce plateau, David Pujadas pour cette émission spéciale consacrée à la couverture média des attentats de mardi. Avant de revivre donc avec vous ces événements à la rédaction de France 2, de suivre le bouclage du quotidien Libération et d'accompagner les journalistes américains sur le terrain, tout de suite le zapping, deuxième partie de cette semaine qui a changé la face du monde. 8h45, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement sourd. Ce pompier y prête à peine attention, et pourtant... l'impensable vient de se produire. Bonjour, un paysage de fin du monde, l'image que vous découvrez actuellement est l'Empire State Building de New York, recouvert de poussière après la catastrophe d'hier. New York, 10h du matin, comme d'autres sauveteurs accourus spontanément sur place, le docteur Mark Heath est au pied du World Trade Center. L'une des deux tours s'effondre alors sur elle-même, c'est lui qui filme, c'est lui qui parle. J'espère que je vais vivre. Ça vient vers moi, voilà. Je me mets derrière la voiture. C'est incroyable. Ok, je dois aller voir si des gens ont besoin d'aide. Je ne crois pas que je sois l'un d'eux. Ça va, monsieur ? Ça, c'est la voiture qui m'a sauvé la vie. Ou c'est peut-être celle-là. Yasser Arafat, donnant son sang pour les blessés américains, une façon de répondre à tous ceux qui l'accusent d'attiser le feu. Apparemment, on s'est serré les coudes à New York, on nous indiquait que vous aussi, vous aviez donné votre sang. Oui, absolument. Je dirais que c'est la moindre des choses. Puis le médecin va se filmer lui-même. On va pas me laisser aller plus près. J'aimerais sortir les gens de là-dedans. Il y a toujours des explosions. Jusqu'à présent, j'ai plutôt l'impression que les gens ont besoin d'oxygène à cause de la poussière. Je dois sortir pour me laver les yeux. Je regarde vers le nord, vers l'autoroute du West Side. Vous y allez, les gars? Je viens avec vous. Ce sera une lutte monumentale, du bien contre le mal. Il faut que les Américains fassent leur autocritique et avec eux, l'ensemble des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que le régime saoudien qui enseigne le wahhabisme à l'école, la haine de l'Occident, du chrétien, du juif, eh bien, ce sont les protégés
des Américains. Idem, qui a créé les talibans? Ce sont les alliés pakistanais, des Américains. Je crains une sorte d'une guerre déclarée contre l'islam, de mettre maintenant l'islam comme l'ennemi numéro 1 de l'Occident à la place du communisme. Nous sommes nombreux, les Libanais, à avoir été choqués hier par l'assistance qu'ont mise certaines stations de télévision à montrer l'alliance qu'est allée, je dirais assez indécemment, quelques dizaines de personnes dans des camps palestiniens. Un comportement qui ne traduit en aucun cas l'attitude des Libanais et, à mon avis, celle de l'écrasante majorité des Arabes. Il est temps que les musulmans modérés, et ils sont très nombreux, il est temps qu'on les entende. Ça ne sera jamais une vie aux États-Unis dans un monde de paix, parce que c'est un pays impérialiste, criminel. J'étais très content hier. Nous ne pouvons pas réjouir de ce qui se passe en Irak. Nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qui se passe en Palestine. Comment voulez-vous qu'on va se réjouir de ce qui se passe aux États-Unis? Alors, est-ce que nous sommes équilibrés humainement ou nous sommes des fous? La Côte d'Azur se fait une nouvelle fois remarquer, mais cette fois-ci c'est pour son ridicule. Depuis l'ouverture des pompes ce matin, les stations ne désemplissent pas. Nous sommes quelques minutes après le drame. Dans la tour nord, une femme appelle son mari. Il se trouve de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest. Elle laisse un message sur son répondeur. Sin, c'est moi. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis coincée dans cet immeuble à New York. Un avion a heurté le bâtiment où une bombe vient d'exploser. Nous ne savons pas. Il y a plein de fumée. Je voulais simplement que tu saches que je t'aime. Au revoir. Dans un mauvais anglais, le pirate qui a pris les commandes de l'avion annonce aux passagers qu'il y a une bombe à bord et que l'appareil fait demi-tour. Un passager, Jeremy Glick, téléphone à sa fille qui lui apprend qu'un premier avion suicide vient de s'encastrer dans le World Trade Center. Jeremy Glick comprend qu'il est à bord d'un autre avion suicide et décide avec un autre passager de faire quelque chose. Il dit à sa fille qu'il va tenter une action au péril de sa vie. Sa fille lui donne un numéro pour appeler le FBI. Il raconte au FBI que les passagers et l'équipage sont bloqués au fond de l'avion par les pirates qui se sont mis un bandeau rouge sur le front. Manifestement, les passagers ont réussi leur mutinerie contre les pirates. À 10h03, le Boeing 757 s'écrase dans la campagne. Selon les autorités américaines, le courage des passagers a évité que le vol 93 ne s'écrase sur la Maison Blanche. This is a terrible moment. But this country will not relent until we have saved ourselves and others from the terrible tragedy that came upon America. Et quand il s'agira ensuite de sanctionner cette folie meurtrière, oui, la France sera à côté des États-Unis. On assiste à une montée en puissance du nombre de personnes qui veulent s'engager dans l'armée. Les bureaux de recrutement des Marines sont en train d'avoir des demandes très importantes, plus que d'habitude. En tout cas, les gens veulent s'engager. Dans le New Jersey, certains établissements proches de l'aéroport, qui restent bien sûr fermés, ont doublé, voire triplé leurs tarifs. Les chambres sont passées de 55 $ la nuit à 150 $. Vitrines brisées, impact de balles. Cette nuit, des rafales d'armes automatiques ont été tirées contre un centre islamique au Texas. Un attentat très probablement lié aux attaques terroristes contre New York et Washington. Chacun a son Ben Laden. Le nôtre s'appelle Yasser Arafat, déclaration d'Ariel Sharon. L'autorité palestinienne a décidé de réagir après les images de scènes de joie qui ont suivi les attentats. C'était à Gaza et dans les territoires. Une minute de silence bien organisée, visiblement, a été observée ce matin à Gaza. Si ton mollah te dit « tue cet homme », moi par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je te tue. Pour ma religion. Ma foi. Tu me connais? Non. Alors pourquoi tu veux me tuer? J'ai reçu l'ordre de mon chef religieux. As a physician, I would say you have to understand the problem before you can either treat it or cure it. And the reality is 1/3 of this world's population or close to it is Muslims. So unless the West
makes an effort to educate itself, understand the good, bad, all the problems that are associated with that way of life and that belief system, none of these problems are going to go away, and we are not going to be able to deal with it sensibly or in a humanitarian fashion. Nous allons aussi respecter ces 3 minutes de silence en hommage aux victimes et en soutien au peuple américain si durement touché. Ces images, vous les avez vues et revues. Est-ce qu'à un moment donné, on ne finit pas par être anesthésié? La particularité, je trouve, de cet événement-là, c'est que même moi, journaliste, mais comme beaucoup de monde autour de moi, qui ai vu et revu ces images dans les premières heures, j'avais besoin de les revoir, même en rentrant chez moi le soir. Je continue à les re-regarder comme pour me persuader de leur réalité. Je trouve que là, on assistait à un événement tellement incroyable que souvent, on fait le procès aux médias de repasser trop les scènes très spectaculaires ou un peu comme ça. Là, je trouve pour le coup que c'était justifié parce qu'on avait besoin vraiment de réaliser. C'était tellement improbable, ces images-là, qu'on avait besoin de le faire. Après, au bout de 48 heures, je pense qu'effectivement, il faut lever le pied. Alors, c'est à 14h56, très exactement, que l'on a appris par l'AFP qu'un premier avion s'était encastré dans l'une des 2 tours du World Trade Center à New York. Immédiatement, bien évidemment, c'est la mobilisation générale. Les chaînes sont sur le pied de guerre. Euronews, LCI, e-Télévision ouvrent le feu, suivi de TF1 et de France 2. Vous avez pris l'antenne à 15h33. Une équipe de Plus Clair vous a suivi tout au long de cette journée invraisemblable. C'est un reportage signé Nicolas Bourgois. Une tour, c'est avec cette information que le présentateur file au studio. Il retrouve Yael, son assistante, qui lui a déjà préparé les premières dépêches. Les Twins, c'est où? C'est plutôt le sud de Manhattan. Tout en bas, c'est tout au sud de Manhattan. Ouais. 15h13, en régie, les premières images de New York arrivent. Sur TF1, on retransmet LCI. Le générique du flash de France 2 est lui prêt à partir. Arrivé sur le plateau, il est 15h30. David sait qu'il ne s'agit plus d'un accident, mais d'un attentat. Dernière mise au point avant le direct. 15h35, on découvre les premières images hallucinantes de la deuxième explosion. En régie, on cherche désespérément à joindre le correspondant de New York. Toujours plus incroyable, à 15h47, David découvre en direct les images du Pentagone en feu. Il n'en revient pas. Alors voilà, dernière minute, ces images sont celles du Pentagone. Incroyable, le Pentagone, le siège des armées américaines, est en feu, il a été évacué. En coulisses, on réquisitionne tous les journalistes de la chaîne. Sur le plateau, entre Antoine Cormery, un autre présentateur, avec les dernières dépêches en main. Lui aussi va prendre l'antenne. On gère tous ensemble, comme vous avez vu, tous les présentateurs ont pris l'antenne. D'abord David, et puis après, bon, David là maintenant va se retirer pour présenter le journal, pour préparer le journal. Voilà, c'est une affaire comme il s'en passe très peu dans une vie de journaliste. Après 1h30 de direct, David quitte le plateau pour préparer le 20h. Première réaction à chaud. Et là, l'ampleur de l'événement est telle que j'ai du mal à me pencher sur moi-même et sur l'exercice journalistique. Dans ces cas-là, bien sûr qu'on reste journaliste, mais c'est vrai que... On nous dit que c'est extrêmement difficile de réagir comme ça en temps réel, avec des événements qui tombent les uns après les autres. C'est pas si difficile, faut être soi-même, faut se laisser aller. Je sais pas si je réagis dans ces cas-là en tant que journaliste ou en tant que journaliste ou en tant qu'homme, tout simplement halluciné par ce qui est en train d'arriver. Salle de réunion, la rédaction du 20h est au complet. Daniel Bilalian, lui, assure le direct. À France 2, on est en pleine effervescence. Trop de monde ne va pas travailler comme ça. S'il vous plaît, il est 6h moins le quart.
On a besoin de se reconcentrer avant le journal. Alors après, on a fait venir des tas de gens. Comment ont-ils frappé? Qui sont-ils? L'État d'Israël par rapport à ça aussi. Gérer l'information, préparer les analyses, il faut aussi régler les problèmes techniques. Il est très difficile d'entrer en liaison avec New York. Pourquoi? Le problème, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas trouver une station sur place. C'est un bordel. Mais si on n'a pas la station CRS dont tu parlais, elle propose de les mettre sur le toit de CBS. Sur le toit, absolument. Et là, ça marchera. On est en train de régler ça. Mais on va sur les deux de chaque côté. En fait, le plus difficile lorsque des événements comme cela surviennent, c'est de canaliser les énergies. C'est pas de les susciter, c'est de canaliser pour que tout ça ait un sens et que les activités soient complémentaires les unes des autres. Rencontre au sommet. Olivier Mazerolle fait un point sur l'information avec Marc Tessier, le PDG de France Télévisions. Seulement voilà. L'avion qui s'écrase sur le Pentagone. Oui, oui. Un nouveau? Oui. Troisième? Erreur, ce n'est pas l'avion du Pentagone, mais celui qui s'est écrasé sur Pittsburgh. Non, nous, notre rôle, c'est de convaincre le téléspectateur qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de totalement inédit qui... Finalement, on voit à quel point une puissance aussi énorme que celle des États-Unis est quand même vulnérable. Pardon, je serais m'excuser. Mais je vous en prie, il y a pire. 19h30, le patron de la rédaction retourne au studio. Yael, l'assistante de David, apporte les dernières dépêches, pendant que David, lui, est au maquillage. Il profite de cette courte pause pour avaler une barre de chocolat. Dans quelques minutes, il est à nouveau à l'antenne. Intervenir dans l'hypothèse... Tout l'après-midi, France 2 a diffusé l'information en continu. Tous les programmes ont été supprimés. David, lui, fait un dernier point sur l'information. Il règle l'oreillette et entre une nouvelle fois sur le plateau, suivi de son invité, Anna Richard, ministre de la Défense. Il va être 20h. Tout de suite, le journal, édition spéciale. Et vous... L'Amérique frappée au cœur, le monde occidental déstabilisé, c'est une opération d'une ampleur inouïe qui a touché les États-Unis. Incroyable, inimaginable, hallucinant, les mots font défaut pour qualifier la très vaste, la très spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. C'est ce qui est inattendu et extraordinaire dans notre métier, c'est que nous sommes partis déjeuner avec une actualité ronronnante et que nous redémarrons l'après-midi avec un événement planétaire. C'est quelque chose d'inattendu. Moi, dans ma vie, j'assiste là à un des événements les plus importants de 30 années de journalisme. Chacun cherche un abri. La folie, cette histoire, de la folie. Voilà, fin de cette édition spéciale entamée en début d'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. 23h04, David vient de rendre l'antenne, fatigué. Il a fait jusqu'alors 4h30 de direct, un direct pendant lequel l'information était extrêmement difficile à gérer. J'ai essayé au maximum de... Je pense que ça s'est senti sur le direct pendant les 2 premières heures, qu'à plein de moments, on était juste ébahis, sidérés, hallucinés par ce qu'on voyait sous nos yeux, quand les tours se sont écroulées l'une après l'autre, quand on a vu que le Pentagone était en flammes. On était juste sidérés, quoi. Mais la journée n'est pas terminée pour David. Un nouveau direct est prévu vers minuit et quart. La nuit sera longue à France Télévisions. Alors nos équipes étaient bien évidemment parties vous filmer lors d'une journée lambda. Cette journée restera une date tristement historique. Dans quels termes vous en souviendrez? Beaucoup de choses. Je regrette d'avoir ce mot génial là, quand l'avion rentre dans une des premières tours. C'est vraiment typiquement le prisme du journaliste. Bon, c'est vrai qu'on ne mesure pas du tout à ce moment-là ce qui est en train de se passer. On a juste l'impression que c'est un accident banal et qu'il n'y a pas forcément des conséquences dramatiques. Enfin, c'est assez ridicule. Le souvenir, plus le souvenir de l'événement qu'un souvenir journalistique, je pense. Mais je veux pour l'instant garder aussi le souvenir journalistique d'une fusion formidable avec la rédaction. Vous êtes resté 6 heures à l'antenne, ce qui vous a d'ailleurs valu ce lapsus. Merci Thierry, l'info continue sur LCI. Je vais vous laisser sur ces images de cette 3e tour. Alors la couverture de cet événement, ça a été un retour aux sources? C'est vrai que c'est un exercice que j'ai pratiqué assez souvent sur LCI. C'est typiquement ce qui arrive quand on a 6 heures effectivement
de direct derrière, la concentration commence à faire défaut, quelqu'un vous parle au même temps à l'oreillette, vous dites comment est-ce qu'on va terminer, et puis voilà, le lapsus idiot arrive, je préfère qu'il arrive là-dessus, sur ce genre de détails, que sur des choses importantes. Cet événement a été marqué par une incroyable dramaturgie, un avion, puis deux, puis trois, puis un quatrième près de Pittsburgh. Vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, ça ne s'arrêterait jamais? Si, on s'est posé la question, effectivement, hein. Là, on voyait l'extrait sur le Pentagone, au moment où le Pentagone a été bombardé. C'est vrai qu'on s'est dit à un moment donné, mais si ça se trouve, des explosions comme celle-là, il va y en avoir 25. Où ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qui est derrière ça? C'est vrai qu'à un moment donné, on était complètement dans l'incertitude, ça c'est sûr. La rédaction de France 2 a la réputation de manquer de réactivité et de souplesse. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Non. Olivier Mazerolle disait, le tout c'est de canaliser les énergies. Les énergies, on les a senties très fort. Alors, il n'y a peut-être pas effectivement tous les réflexes et toute la culture de ce genre d'événements et de ce genre de direct. On le voit à des détails. Moi, présentant cette édition spéciale sur le plateau, gérant le direct, je n'ai pas de dépêche sur le plateau. Je n'ai pas l'écran qui me permet de lire les dépêches d'agence qui constituent l'essentiel de nos informations à ce moment-là. C'est quelqu'un qui me les donne dans l'oreillette ou c'est quelqu'un qui me les amène sous forme de papier. C'est 1 minute ou 30 secondes de perdu, ce qui est énorme dans ces cas-là. Le plateau de France 2, il est au sous-sol. Il est très loin du cœur de la rédaction, du poumon de la rédaction, qui sont les salles de montage et l'endroit où arrivent toutes les images du monde. Donc vous avez regretté un peu LCI à ce moment-là? Je regrettais pas, je me disais, c'est bizarre que sur cette chaîne, il n'y ait pas eu... enfin, je me disais, celui qui a conçu ça n'était pas quelqu'un qui avait une grande expérience de l'info et de l'info très chaude. Alors, en une semaine, vous avez gagné 300 000 téléspectateurs lors de cette première semaine d'intronisation. C'est un effet de curiosité ou pas? En tout cas, comment est-ce que vous allez transformer l'essai? En une semaine, enfin en 15 jours maintenant, je crois qu'on a surtout réussi à peu près installer, afficher la ligne du journal telle qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est ça le plus important. Les retours qu'on en a, la ligne éditoriale du journal, tout ça s'installe bien. L'audience, on verra. Je suis ravi qu'il y ait un frémissement, comme on dit, dès les premiers jours. Mais je veux dire, on a tout le temps pour ça. L'essentiel, c'est de faire d'abord un bon canard, que les gens s'y retrouvent, la rédaction, l'extérieur, les échos. Ensuite, ça viendra. Donc le ton fait la chanson? Le ton, le regard, la façon d'angler les sujets, la façon d'écrire les sujets, de les construire, le déroulé du journal. Oui, de la pédago, mais de la pédago un peu vivante, quoi. On dit toujours à l'école, il n'y a pas de matière inintéressante, il n'y a que des profs qui ne sont pas très bons. Et c'est vrai que c'est le cas. Un prof passionnant peut vous faire aimer n'importe quelle matière. À France 2... Mais j'essaye, je veux dire, je ne suis pas le grand Manitou de la pédago. Donc vous n'avez pas de recette miracle? Non, je n'ai pas de recette miracle. En fait, il faut être soi-même, je veux dire, il faut... Voilà. La rédaction, elle vous a plutôt mal, en tout cas fraîchement accueilli. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas attendu à France 2. Est-ce que ces événements vous ont rapproché d'elle? Est-ce qu'elle vous a adopté? Est-ce que c'était une épreuve du feu, un baptême du feu et finalement une adoption avec la rédaction de France 2, ces événements? Un acte fondateur, a dit Olivier Mazerolle après le soir de la spéciale. J'ai l'impression, cela dit, l'accueil, honnêtement, il a été... Il y a eu un communiqué circonspect. Il y a eu un communiqué du SNJ qui quasi était inconnu, assassin. Pur produit du secteur commercial. Alors, ils avaient oublié de dire que j'étais le valet de l'impérialisme américain. Très honnêtement, ces réactions-là n'étaient pas non plus ultra majoritaires. Moi, j'ai des amis dans la rédaction de France 2, des gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer. J'ai rencontré chez d'autres de la circonspection, de la perplexité, mais c'est normal. De l'hostilité aussi parfois, je suppose. Ben, pas tellement. Pourquoi, pourquoi Olivier Mazerolle est venu vous chercher, vous, alors qu'il y avait des candidatures en interne qui étaient tout à fait légitimes? Ah, je sais pas, il faut lui demander. Vous dites à un moment donné que finalement TF1 fait un peu de l'infospectacle, mais alors... Non, je dis pas infospectacle. Si, j'ai lu ça dans Non, je dis info-miroir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je pense qu'effectivement, il y a une forte tendance chez TF1 à faire le journal dans lequel vont se retrouver les gens. Regardez-vous, vous allez vous retrouver dans nos JT. Alors que France 2, en tout cas le service public, je pense que c'est là une différence qu'il faut afficher, qu'il faut revendiquer, mais qui est aussi un atout.
c'est plutôt l'info fenêtre. Bien sûr qu'on fait de l'info miroir aussi, il en faut, je dirais. Il faut aussi ce qu'on appelle les sujets de proximité, que les gens s'y retrouvent. Mais il faut aussi des fenêtres vers l'extérieur. Et quand je dis vers l'extérieur, c'est pas seulement l'ouverture internationale qu'on va maintenir, qui est un élément fort de notre identité, mais l'ouverture vers l'explication, pas seulement l'émotion, aussi l'explication. C'est là-dessus, je pense qu'il y a un bon terrain pour nous. Simplement, c'est peut-être dans la manière de faire qu'il faut la rendre un peu plus vivante. Alors pourtant, on l'a vu dans le sujet, il y a bien une lutte entre les audimatologues qui sont obsédés par l'audience et les déontologues qui ont finalement une approche plus élitiste de l'info. Regardez cet extrait d'un reportage d'Arte, c'était en octobre 99. Entre les pizzas, choisir le sexe de son enfant, la mode scooter, les lunettes de soleil, les parcs d'attractions, le bronzage artificiel, le dossier piscine, tout ça, je trouve qu'on est vraiment très dans la vie quotidienne. Eh ben oui, mais je veux dire, les lunettes de soleil, je suis sûr que ça va marcher. Tu vois, les maillots de bain, ça va marcher. Oui, d'accord, mais ça m'étonne pas. Mais oui, mais putain, attends, on veut faire quoi? Des choses qui marchent pas? On veut faire de l'info aussi. Si tu fais la discrimination raciale à l'embauche, je te garantis que tu fais un bide. Moi, je veux bien qu'on se dise on fait des trucs qui nous intéressent, mais qui font des bides. Moi, je veux bien. Mais il faut assumer. Ça veut dire qu'on va descendre à 12% d'audience, les mecs. Alors, ce genre d'altercations, elles sont toujours d'actualité à France 2? Non. Depuis quand? Honnêtement, non. Depuis quand? Moi, je les ai pas vus. Je me souviens de ce film. Je l'avais vu, effectivement. Parce que tout le monde connaît des journalistes de France 2. Et effectivement, il y a des querelles. Il y a des querelles de chapelle. Il y a les audimatologues d'un côté, les déontologues. Vous ne les avez pas rencontrés? Ben, je ne sais pas si les choses ont changé à France 2. Je pense de toute façon qu'elles sont en train de changer. Je pense qu'elles avaient déjà beaucoup changé avant mon arrivée. Mais honnêtement, cette querelle-là, je ne l'ai pas rencontrée. Les ITV politiques, le jeudi soir, sont menés par Olivier Mazerolle et Alain Duhamel, qui sont un peu la vieille garde. Vous pourriez légitimement prétendre à ces interviews, d'ailleurs comme le fait PPDA sur TF1. Pourquoi France 2 ne vous en a pas laissé l'opportunité? Parce que je pense qu'Olivier Mazerolle, il a tout à fait aussi la légitimité pour le faire. Et je pense que lui, qui a fait ça pendant des années, avec un certain succès sur RTL, avait envie aussi d'être à l'antenne, de le faire, surtout en année présidentielle. Moi, si on me l'avait proposé, j'aurais volontiers accepté. Je suppose que c'est frustrant, non? Pour l'intérieur politique que vous êtes, c'est assez frustrant tout de même. Oui, mais moi j'en ferai dans le journal des interviews politiques, j'en ai déjà faites. Mais des interviews plus sur le news. Là, comment dire, c'est presque une émission politique. Et puis c'était un deal qui était clair dès le départ. Car ça va, je suis pas en manque d'antenne, je suis pas en manque d'interviews, tout va bien, quoi. Bon, alors sans doute des moyens exceptionnels ont été déployés pour couvrir cet événement. Les télévisions, bien évidemment, étaient en première ligne. 21 millions de personnes étaient rivées à leur poste mardi soir entre 20h30 et 22h, soit, si l'on peut oser une comparaison, autant de personnes que lors de la finale de la Coupe du Monde. Dans la course à l'audimat, TF1 reste leader. Un aperçu donc des courbes d'audience de ce mardi soir avec Emmanuel Maubert. Mardi soir, sur la tranche 20h30, 22h, il y avait environ 2 millions de téléspectateurs de plus qu'un soir ordinaire pour suivre les différentes émissions spéciales proposées par les chaînes. Et comme c'est souvent le cas lors d'une grosse actualité, le réflexe TF1 a joué. Près de 10 millions de personnes ont regardé PPDA, soit 40,8% des gens présents devant leur poste. Sur France 2, près de 6,5 millions de téléspectateurs ont découvert les images effrayantes en provenance de New York et de Washington. C'est à peu près l'écart normal entre la 1 et la 2. France 3 aussi avait modifié ses programmes. Ce sont près de 2,5 millions de personnes qui ont choisi la 3e chaîne. Devant cette actualité, M6 a également voulu organiser une soirée spéciale. Elle a été suivie par quasiment 1 700 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas beaucoup pour M6, mais la chaîne n'est pas habituée à faire de grosses soirées d'infos. L'Internet a lui aussi plus que jamais servi à informer les Français. Nombre de sites ont d'ailleurs été très vite saturés. TF1.fr a comptabilisé plus de 5 millions de pages vues mardi. Le Monde.fr plus de 3 millions. Quant au site de CNN, ce sont plus de 9 millions de pages qui ont été vues en seulement 1 heure, juste après le premier crash de New York. Vous avez un écran de contrôle branché sur TF1 pour suivre le JT concurrent? Non, j'en ai pas. Et en régie? Je sais qu'ils font ça là-bas. Peut-être on le fera plus tard, parce qu'après tout, il y a des domaines où la concurrence est importante et il faut s'assurer qu'on a été bon s'il s'agit de pouvoir rapatrier tel témoignage très vite. Donc ça compte aussi, mais je veux dire, c'est pas on n'est pas obnubilé par ça. Vous a-t-on donné des consignes d'audience à votre arrivée? Non, on m'a pas donné de chiffres. Mais là, vous voyez, j'avais pas vu ces chiffres en détail, mais c'est pas l'écart normal, 26-40. J'avais pas vu que c'était exactement ça. L'écart, il était plutôt, disons, 22-40. Là, il est à 26-40, c'est très encourageant pour nous. Et surtout que dans ce genre de grands événements, il y a souvent une prime au leader. Moi, je me souviens quand j'étais à TF1, on en profitait beaucoup. Quand il y a un grand événement, on a tendance à se reporter sur la chaîne leader. Là, ça a un peu moins fonctionné d'habitude. C'est des petits signes comme ça qui sont encourageants aussi.
Alors, on a parlé télé, maintenant un mot de la presse écrite. Bien évidemment, tous les journaux ont bouleversé leurs éditions pour laisser toute la place à cet événement. Libération y a consacré 14 pages, sans compter sa une, recto verso. Aurel Ziegler, Agnès Grossman ont assisté mardi soir au bouclage du quotidien. Reportage. J'étais juste dans le hall de Libération et il y avait des news en continu. Donc j'ai vu les images, ça devait être, je sais pas, les 15 heures à peu près, donc ça venait d'arriver. On n'a pas pris tout de suite la dimension de l'événement, sauf quand la deuxième tour a explosé, ça devenait évident que ce n'était pas un accident. J'ai appelé le correspondant à New York, qui n'était pas au courant. Mardi à Libération, c'est Paris qui informe son correspondant de New York. Aux États-Unis, il est 9 h du matin, les Américains commencent à peine leur journée, mais les télévisions ont déjà inondé le monde entier des images de la tragédie. Au point de vue émotion même, j'étais très frappé parce que pendant 1h30, 2 heures, tous les journalistes étaient scotchés devant la télévision. À tel point même que j'ai dû menacer d'arrêter la télévision pour qu'ils se mettent à travailler. Mais très vite, toute la rédaction se mobilise et part en quête d'informations. C'est essentiellement les correspondants, oui. Et puis alors le fil des événements est fait à base d'agences, parce que les agences, ils ont quand même des forces assez importantes sur place. La rédaction de Libération n'a, elle, que 2 correspondants à New York. C'est peu pour couvrir un tel événement. Mais il est impossible d'envoyer du renfort, les frontières sont fermées. La rédaction va suivre l'information sur les dépêches d'agences, glanant aussi le moindre détail sur les télévisions où les intervenants se succèdent. C'est comme un événement gigantesque avec très peu d'informations. Et les gens m'appellent des États-Unis pour savoir ce que nous, on sait ici. Tout ce qu'on a, nous, c'est notre mémoire, c'est se souvenir de tout ce qui s'est passé, etc., de fournir un dossier le plus complet. Parallèlement, le site internet de Libération fait jouer l'interactivité. Très vite, on a mis en ligne une possibilité pour ceux des Français qui étaient à New York, à Washington, de nous raconter ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'on était parfois même en avance sur l'info. Libération publie les témoignages d'internautes. Dans les 14 pages consacrées à la catastrophe, assez peu d'analyse, place à l'émotion. Pour la première fois, la une du quotidien s'étend sur la première et la dernière page, une vision apocalyptique de New York. Une vision cinématographique, réelle. Donc il y a ce mélange de réalité et de cinéma qui devient à un moment donné terrifiant pour les gens. Le titre est une simple date. Là, tu as la une. On a beaucoup hésité, Apocalypse Now, la guerre, etc. Et finalement, on s'est dit que ce jour du 11 septembre 2001 allait rester comme une date historique, vraiment. Mardi, Libération publie 3 éditions pour suivre au plus près l'évolution de l'information. A priori, ce qu'il a dit n'est pas très fondamental, quoi. Et puis alors que l'heure du bouclage approche, une petite déception. Le journal Humanité propose presque la même une, et aussi en double page. On change la une ou pas, Antoine ? Trop tard pour changer quoi que ce soit, il est 3 h du matin, la dernière limite posée par l'imprimerie. C'est trop tard. Alors on se rend bien compte dans ce reportage que c'est la télévision qui donne la mesure et l'ampleur de cet événement. La télé, c'est aussi d'ailleurs l'une des premières sources d'information de cette rédaction, notamment via les intervenants qui succèdent sur les plateaux. Est-ce que vous nourrissez beaucoup de la presse écrite ? Beaucoup, oui. Je suis un dévoreur de journaux, j'aime bien ça et je le fais, je veux dire, pour mon plaisir personnel. Donc je le fais aussi par devoir, mais je veux dire, je le fais avec plaisir. Je lis beaucoup les journaux, beaucoup les hebdos, beaucoup les magazines. Qu'est-ce que vous y puisez ? J'y puise tout simplement le tapis, le background qui est indispensable ensuite pour situer à peu près l'événement quand il se produit. Alors la télé, bien évidemment, c'est le simultané et l'émotion. La presse écrite, le lieu de l'analyse et de la réflexion. Est-ce que le clivage est aussi net ? Pas toujours, on le voit, la Libé, il réalise aussi que c'est un événement tellement énorme que place aussi et d'abord à l'émotion, après on réfléchira. Inversement, c'est vrai que la télé est d'abord un média d'émotion, mais on voit de plus en plus avec des magazines, hein. Il y en a beaucoup sur France 2, mais il y en a ailleurs aussi. Avec les magazines, de plus en plus, on appelle à la réflexion, je pense, mais même dans le journal. Alors, précisément, est-ce qu'il y a une vraie place pour la réflexion à JT ? Je pense. Je pense que chez nous, très modestement, mais ça peut être aussi une petite différence avec TF1, je pense que cette place-là est un peu plus importante, effectivement, chez nous, parce que c'est une mission du service public. Sauf que, à mon avis, en ce qui concerne la réflexion, on est plus en train de susciter les questions que d'apporter les réponses. Alors, vous vous en doutez, bien évidemment, les quotidiens ont explosé leur tirage et leur vente. Plus de 4 millions d'exemplaires ont été distribués, contre une moyenne de 2 millions pour un mercredi classique. Le Monde a réalisé le 2e plus gros tirage de son histoire.
soir avec plus d'1 million d'exemplaires. Libération a multiplié ses ventes par 3 en région parisienne, Le Figaro par 2,5, François et Le Parisien par 2. Alors, au cœur de l'événement, dans une ville en plein chaos, on n'est bien évidemment pas encore à mesurer les taux d'audience et les chiffres de vente. À New York, on cherche surtout et à tout prix à couvrir l'événement. Alors, comment les médias américains continuent de travailler dans une cité paralysée, pratiquement pétrifiée, où règne la confusion? C'est un reportage de Timothée Johnson et Camille Labro. Derrière la caméra, New York comme si rien ne s'était passé. Loin, très loin du lieu du drame, les journalistes à l'affût du moindre témoignage sont sur le pied de guerre, nuit et jour depuis mardi. Nous sommes ici depuis 2 jours, mais nous avons dormi 1 heure à peu près. Je ne sais pas ce que je ressens. Désormais, ce n'est plus autour du World Trade Center que les caméras sont braquées, mais devant l'hôpital Saint-Vincent. Mon premier jour de travail, c'était hier. Je suis arrivée, café à la main, un peu en avance, comme il se doit. Et j'ai vu le désastre. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais fasciné, c'était comme un film. Je regardais un film. La difficulté pour les reporters, 4 jours après l'attentat, c'est de trouver encore des témoins sur place et de recueillir leurs propos avec respect. C'est difficile de trouver les arguments et d'interroger les gens. C'est dur d'être dans ce genre de situation, car nous sommes tous concernés. Et pourtant, nous violons leur intimité en essayant de comprendre ce qu'ils vivent. Comme les New-Yorkais venant aux nouvelles, les reporters sont parqués derrière des barricades de police. Ils doivent attendre que l'action vienne à eux face à une scène déserte. Il y a cette chose terrible. Être assis ici et regarder des ambulances qui n'arrivent jamais. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun survivant. Et ça vous rend humble. En attendant, on se prépare pour le prochain direct. C'est terrible à dire, mais en tant que journaliste, on veut voir l'action. Je veux savoir à quoi cela ressemble sur le terrain. Mais en même temps, essayer d'aider les familles. Ici, les journalistes sont partagés entre le désir d'aider et celui de se rapprocher du lieu du drame. Mais même une carte de presse ne permet plus de pénétrer dans la zone interdite. Nous ne pouvons pas aller plus au sud d'ici. Nous sommes un média visuel et nous sommes bien loin des images. Ils ont même réduit l'espace aérien, donc nous ne pouvons pas avoir des vues d'hélicoptères. À New York, quand la nuit tombe, les sauveteurs continuent à chercher les disparus. Les journalistes, eux, lancent des appels à témoins. Ce sont les disparus, les visages du drame. Alors nous nous sommes demandé comment les mettre à l'antenne parce que nous avons si peu de temps. Alors Rami a trouvé cette boîte à pizza que nous avons ouverte pour y coller toutes les photos. Ça a été une longue journée, il faut être inventif. Ici, les journalistes ne doivent pas quitter leur poste. Alors depuis mardi, les journées sont sans fin et les nuits n'apportent aucun repos. J'ai vraiment besoin de dormir. Notre journée a été très longue. Nous avons commencé hier. La plupart de l'équipe travaille depuis 9 h du matin hier, soit 36 ou 40 heures debout. Pendant que certaines équipes, comme la chaîne New York One, triment toujours au milieu de la nuit, d'autres s'organisent avec les moyens du bord. Là, je suis en train de démonter mon équipement pour aller faire un somme, quoi. Un commentaire, David? Non, on voit que c'est pas facile à traiter, ce genre d'événement. C'est presque plus facile quand on est à Paris à 10 000 km, quand on a le nez dessus à 1 km. On voit qu'ils n'ont pas accès à beaucoup de choses. C'est une des difficultés du métier souvent. Vous avez été 6 ans grand reporter à TF1, ça ne vous démange pas d'y aller là? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Mais j'ai d'autres satisfactions. Agité à New York? À voir. On a le sentiment que globalement, les médias ont fait preuve de retenue, qu'ils ont travaillé dans l'urgence, mais pas dans la précipitation. Est-ce que ça, ce sont les leçons de la guerre du Golfe? Je pense que depuis la guerre du Golfe et depuis Timisoara, effectivement, il y a une petite tendance à faire preuve de retenue ou de prudence en tout cas. Je ne sais pas si ça a été particulièrement le cas cette fois-ci. C'était peut-être difficile de dire de grosses bêtises aussi cette fois-là. Je pense que je fais confiance aux journalistes, à nous tous, pour en dire d'autres une prochaine fois. À la télévision palestinienne, les moyens sont évidemment nettement moins sophistiqués. Alors comment les médias des territoires où la violence fait partie intégrante du quotidien ont-ils rendu compte du drame qui a frappé l'Amérique? C'est un reportage de Michael Illouz et de Bruno Jax.
Certes, il y avait quelques Palestiniens au Liban Sud et à Jérusalem-Est pour se réjouir de l'attentat de New York, comme l'attestent ces images. Mais combien était-il au juste? Nul ne le sait. On dit aussi que d'autres images de liesse populaire tournées à Naplouse auraient été censurées par les autorités palestiniennes pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Certaines de ces images auraient été tournées par l'armée israélienne pour alimenter la guerre médiatique que se livrent ici les deux ennemis jurés. Et dans une guerre comme celle-là, les mots peuvent tuer une seconde fois. On veut que d'autres bâtiments soient attaqués, et la Maison Blanche aussi, et qu'elle explose, que tout explose. C'est pour éviter l'exploitation de ce genre de propos que les autorités palestiniennes auraient interdit tout défilé. D'ailleurs, aucune autre manifestation n'aurait eu lieu dans le reste de la Cisjordanie et à Gaza. Ces derniers jours, les responsables palestiniens s'efforçaient de réparer les dommages médiatiques causés par les images de certains de leurs concitoyens. Les journaux palestiniens eux-mêmes ne rendaient pas compte hier matin de ces quelques manifestations de liesse, même si les Palestiniens de la rue, eux, ne voient dans l'Amérique qu'un allié indéfectible d'Israël. Le Pentagone, c'est militaire. On peut se le faire. C'est militaire. Il faut les tuer car ils aident Israël. Ni la radio, ni la télévision se sont fait écho des discours de la rue, car officiellement, les Palestiniens compatissent. Tous les Palestiniens ici, y compris les dirigeants, le président Arafat, son cabinet, tous les officiels, nous condamnons officiellement cet acte et nous envoyons nos condoléances. Ceux qui distribuent ces images de liesse qui circulent dans le monde, ce sont les Israéliens qui veulent lier n'importe quelle forme de terrorisme dans le monde avec les Palestiniens. Ici, même si la liberté de la presse est encore un vain mot, une chose est sûre, l'ampleur des manifestations de joie au lendemain de l'attentat de New York a été exagérée. Alors effectivement, toutes les chaînes ont diffusé ces scènes de liesse, mais manifestement qui ne sont apparemment pas représentatives de l'état d'esprit des Palestiniens. Est-ce que vous avez diffusé ces images? Bien sûr qu'on les a diffusées. Franchement, c'est très difficile à dire. On voit bien qu'il y a une guerre des images. Yasser Arafat qui se fait photographier en train de donner son sang. C'est aussi une image qui a un message politique à faire passer. Donc c'est difficile d'évaluer précisément à quel point elles sont représentatives ou pas des Palestiniens, ces scènes de liesse. Mais ça existe, et ça existe pas seulement en Palestine, ça existe en Jordanie, ça existe un peu moins peut-être en Égypte. Mais précisément dans les territoires, ce sont quand même des cas isolés. Ben, c'est difficile à dire, franchement. Et malheureusement... Vous n'avez pas le sentiment qu'on a donné à cet événement une dimension disproportionnée? Pas forcément. Imaginez qu'en France, il y a une petite manif quelque part où des gens se réjouissent de ça. 10 personnes, 15 personnes? Ce n'est pas 10 ou 15 personnes qu'on voit là. C'est plutôt plusieurs centaines de personnes. Sur cette scène-là, non. Mais les interviews, on entend pas mal de gens le dire aussi. Je veux dire, le tout, c'est de ne pas dire... le tout, c'est aussi de passer Yasser Arafat qui donne son sang. Le tout, c'est aussi de passer le